les visas sont gelés, les règles ont été changées rétroactivement. Il y a 5 ans, vous avez fait 2 valises et vous êtes parti pour que votre fils ne soit pas envoyé là d'où l'on revient dans un cercueil de zinc. Et aujourd'hui, vous recevez 2 messages le même jour. Le premier vient de Washington, la porte à laquelle vous avez frappé s'est refermée. Le deuxième vient de Moscou, revenez, on vous pardonnera tout, on a vraiment besoin de vous. Et là, je vais vous demander de vous arrêter parce que cette phrase « Vous nous êtes très précieux, revenez » a déjà été prononcée dans l'histoire de notre communauté. Mout pour mout. Je veux qu'à la fin de cette conversation, vous sachiez exactement comment ont fini ceux qui ont entendu ces mots et y ont cru. Pas pour vous faire peur, mais simplement pour que vous voyiez ce qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps de voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter la situation globale. Pourquoi l'Amérique limite-t-elle soudainement les visas ? Pourquoi la Russie rappelle-t-elle maintenant ses fugitifs ? Et pourquoi ces 2 annonces ? Les événements ne sont pas des coïncidences, mais les mêmes ciseaux qui malheureusement se referment sur des gens vivants. Et à la fin, je vous dirai pourquoi tout cela a été entrepris. Eh bien, ce qui donne de l'espoir. Commençons par les faits. Essayons de faire sans émotion. Depuis le 21 janvier de cette année, les États-Unis ont suspendu la délivrance de visas d'immigration aux citoyens de 75 pays. La Russie, eh bien, elle figure sur cette liste. La formulation officielle est la suivante. Les pays dont les ressortissants, selon l'évaluation du département d'État, se retrouvent trop souvent à bénéficier de l'aide sociale. À la charge de qui ? Du contribuable américain. Une réévaluation des procédures est en cours, selon eux. Autrement dit, ils se retrouvaient trop souvent à bénéficier des aides publiques. Et à la fin du mois de mai, ils en ont ajouté une de plus. Désormais, ceux dont la demande d'asile, le formulaire IA 589 est en attente, doivent payer 102 $ par an, chaque année tant que l'affaire n'est pas résolue. Si vous ne payez pas dans les 30 jours suivant la notification, boum, la demande est simplement rejetée. Et les avocats qui traitent ce genre d'affaires sont très clairs. Les demandeurs russes ne sont pratiquement plus autorisés à accéder à la procédure d'asile elle-même. Permettez-moi maintenant de traduire du jargon en langage courant. Si vous êtes dans Distance, vous êtes déjà ici, que vous attendez depuis 1 an ou 2, que vous vivez dans une situation incertaine, eh bien, les règles ont changé juste sous vos pieds. Elles ont changé au moment où vous aviez déjà tout misé sur les anciennes règles. Vous construisiez une maison sur un terrain dont la propriété a été rétroactivement modifiée. Et voici la première chose que je veux vous dire, pour que vous vous en souveniez pendant toute cette conversation. Quand le pouvoir, qu'il soit bon, mauvais, n'importe lequel, là-bas ou ici, change les règles pour des gens qui ont déjà fait un choix et ne peuvent plus revenir en arrière. C'est toujours un coup porté à ceux qui sont les plus faibles, pas à l'investisseur riche avec 3 passeports par exemple. C'est à la famille avec une seule valise et un seul espoir. Je ne vais pas ici donner d'évaluation de la politique américaine. C'est un sujet à part, vraiment très vaste en fait, je ne veux pas le bâcler. Je veux que vous voyiez la mécanique. La porte à l'entrée se rétrécit. Retenez ce mot, se rétrécit. Nous en aurons besoin dans 1 minute, quand nous regarderons la 2e porte. Et elle se rétrécit à cause de ces personnes, celles qui sont arrivées avant vous. Et ils ont décidé qu'ils étaient très intelligents. Et ils ont commencé à soutirer de l'argent à l'État des États-Unis d'Amérique. Eh bien, au maximum. Oh, tu sais, là-bas, on peut même obtenir ça. Il suffit d'écrire que tu es un tchoutchmec, sans passeport et sans rien d'autre, sans tête. Les Américains en ont assez de ça. Seulement contre ceux qui, donc, l'ont déjà fait. Donc ils ne peuvent pas faire pression, mais ils peuvent frapper ceux qui sont arrivés après eux, vous. Exactement ces mêmes semaines, une autre chose est devenue connue. La Russie a commencé la chasse. Une véritable chasse organisée contre les informaticiens, les ingénieurs, ces mêmes spécialistes qui sont partis. Des programmes de retour sont lancés, ciblés, précis, visant exactement ceux qu'on appelait encore récemment des traîtres, des fugitifs. Eh bien, là-bas, ils trouvent des mots pour les qualifier, ceux qui abandonnent leur patrie. Et là, j'ai envie de demander, attendez. Ce sont justement ces mêmes personnes que vous avez vous-même poussées dehors de vos propres mains. Comment cela a-t-il pu arriver ? Voici ce qui s'est passé. Et c'est peut-être la partie la plus importante de notre conversation d'aujourd'hui. Alors écoutez attentivement, messieurs.
Un État qui, pendant des décennies, opprime les personnes intelligentes, les dissidents, ceux qui posent des questions un peu trop dérangeantes. Cet État finit tôt ou tard par se retrouver sans ceux qui posent des questions, autrement dit, sans les gens intelligents. D'abord, une génération s'en va, celle qui savait créer et enseigner. Quand les enseignants partent, plus personne ne transmet le savoir-faire à la génération suivante. Et seuls quelques-uns y parviennent, ceux qui, par leurs propres efforts, contre vents et marées. Et maintenant, imagine ce que ressent une telle personne qui s'est battue seule pour atteindre la maîtrise, sans aucun soutien. Tu déclenches la guerre, ils viendront le chercher. Quoi ? Donc, il va sacrifier son talent, c'est ça ? Pourquoi ferait-il ça ? Bien sûr, il fait sa valise, et c'est la dernière couche, la plus précieuse, la plus rare, qui s'en va. Et ça crée un entonnoir. D'abord, on a poussé dehors les créateurs, ensuite l'éducation a été échangée, puis les autodidactes sont partis, et un beau jour, l'État se retourne. Oups, oups. Plus personne ne construit. Les rares spécialistes restants sont très demandés dans les usines, les serveurs ou la défense. Tout commence à grincer. Et c'est alors qu'une voix douce se fait soudain entendre. Nous vous aimons. Nous vous attendons. Revenez. Et vous sentez ce qui s'est passé ? Pendant des années, ils fermèrent la porte de sortie. Et maintenant, ils l'ont grande ouverte. Pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils en ont eu besoin. Qui en a eu besoin ? Vous. Non. C'est eux qui en ont eu besoin. Et tout de suite, vous êtes devenus les favoris. Et ici, une petite digression, sans laquelle, bien sûr, le tableau ne serait pas complet. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette voix la plus douce du monde ne s'est-elle pas manifestée, cette Télélar ? Il y a 1 an, il y a 3 ans. Regardez ce qui se passe au front. L'Ukraine surpasse la Russie dans les airs. Dans cette même guerre des drones que personne ne prenait au sérieux il n'y a pas si longtemps. 6 juin. Frappe massive, pas à la frontière mais sur des sites militaires, tout près de Saint-Pétersbourg, sur la base de Kronstadt. En plus, un dépôt pétrolier dans le kraï de Krasnodar. À plus de 500 km à l'intérieur du pays. La Russie rapporte avoir abattu, 400 ou près de 400 drones en une nuit. Mais réfléchissez à ce chiffre. Il a fallu en abattre 400 pour repousser l'attaque, et même là, ils n'ont pas tout repoussé. Alors combien ? À plus de 500 km, il en est arrivé plus de 400. Eh bien, en ce moment même, à Saint-Pétersbourg, se tient le Forum économique, celui qu'on aime appeler le Davos de Poutine. Une vitrine, une fête de la stabilité. Et voilà que sur cette vitrine, un dépôt pétrolier en feu, dans le fil d'actualité. Zelensky envoie une lettre ouverte avec une proposition de rencontre. Et il reçoit en réponse un mot grossier. Et un refus de conversation directe. Voilà donc un État dont la vitrine brûle, dont le front a besoin de bras, de cerveaux, d'ingénieurs, de programmeurs. Mais pour ces mêmes drones et systèmes de défense, un tel État commence à s'inquiéter. Et dans cette nervosité, ils font ce qu'ils font toujours. Ils se tournent vers ceux qu'ils ont eux-mêmes chassés, et ils parlent gentiment. « Allez, arrête de bouder, ça ne sert à rien de bouder. Bon, réfléchis, allez, rentre à la maison. » Oui, à la maison, ils en ont vraiment besoin. Et ils sont très doux. Dans la vie normale, quand celui qui vous a méprisé pendant des années devient soudainement doux et généreux, c'est exactement au moment où il a désespérément besoin de vous. Vous connaissez déjà le nom, non ? Je ne termine pas la phrase, vous l'avez fait. Je vais m'interrompre 30 secondes, non pour une publicité, mais pour vous indiquer quelque chose. Pourquoi le pouvoir, en écrasant une personne, s'appauvrit lui-même ? Pourquoi la liberté s'avère, elle aussi, toujours plus avantageuse ? Ce n'est pas un slogan, c'est une loi qui fonctionne. Une loi qui fonctionne. Comme la loi de la gravitation. Vous ne pouvez peut-être pas la calculer précisément, mais vous savez qu'une pomme tombe de l'arbre vers le bas. Sauf si on exerce une force pour la déplacer sur le côté ou en haut. J'analyse cette loi en détail, tranquillement, calme jusqu'aux racines, donc sur la 2e chaîne, Dorojnaia Karta Svobodé. Il y a 2 épisodes par semaine là-bas. Ils sont pour ceux qui aiment réfléchir, pas seulement regarder. Si après la conversation d'aujourd'hui, vous avez envie de comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi c'est ainsi fait. Pourquoi cela arrive toujours. Allez-y jeter un œil, nous revenons maintenant pour la partie la plus importante. Je vous ai promis au début que je vous montrerai comment se terminait cette voix si douce, si rusée, dirais-je.
qu'on entend déjà. D'abord parlons de l'étiquette. Avant de vous rappeler, la Russie a déjà qualifié ces mêmes personnes d'agents de l'étranger, ou de traîtres à la patrie. Tu dis que ce n'est pas toi, tu es un agent, un traître. Tu écris que la guerre est mal, tu es un agent, un traître. Tu aides ce parti, tu es un agent, un traître. Une étiquette sous laquelle on pousse une personne hors de sa profession, hors du pays, hors même de la possibilité de respirer. Du pays où ils sont nés. Et maintenant, attention. Ces mêmes personnes, avec la même étiquette, sont appelées. Eh bien, revenez. S'il vous plaît, travaillez pour nous. D'abord, on vous a traité d'ennemis, on a essayé de vous écraser, on a essayé de vous cracher au visage, on a essayé de monter contre vous tous vos amis, vos connaissances, la société, etc. Et maintenant, soudainement, vous êtes un employé précieux. La même personne. Ils ont changé, ni vous ni eux. Une seule chose a changé, ils en ont eu soudainement besoin. Et pourtant, remarquez, ils n'ont pas arrêté de faire pression. Ceux qui sont partis continuent de dire ce que le Kremlin n'aime pas, c'est-à-dire de dire ce que le Kremlin n'aime pas entendre. Ils continuent d'être persécutés. Ils les atteignent via leurs proches restés là-bas et leurs amis. Au sein de la communauté locale, ils rassemblent les leurs. D'une main, ils les invitent dans chez eux, gentiment, de l'autre, ils mettent la pression sur leurs proches. Que tu n'as rien dit en vivant à l'étranger. Ce n'est pas vraiment de l'amour, mesdames et messieurs. C'est une traque. Où il y a un appât et un piège. L'appât, une voix douce, le piège. Tout le reste. Je vais vous expliquer. Un peu d'histoire, car tout cela s'est déjà produit de la même façon. Dans les années 20 et 30, il y a exactement 100 ans, parmi les immigrés russes, il y avait une organisation au nom chaleureux, l'Union pour le retour à la patrie. À ceux qui avaient le mal du pays, on disait « la patrie a demandé, la patrie a pardonné ». Elle dévore, la patrie attend, elle dévore, elle attend. J'ai hâte. Venez, construisez une nouvelle vie. Beaucoup ont cru, et ils sont venus. Prenons sans doute la famille la plus connue, donc Sergueï Fron, le mari de la grande poétesse Marina Tsvetaeva. Il a cru, et il a commencé à aider à ce retour. Il est revenu en Union soviétique. Peu de temps après, il a été fusillé. Leur fille Ariadna, talentueuse, brillante, elle aussi est revenue, les camps, pour de longues années. Tsvetaeva elle-même, arrivée ensuite lors de l'évacuation, poussée à bout, s'est suicidée. Une seule famille, une seule décision. Revenir. Et 3 destins brisés. Le compositeur Sergueï Prokofiev, une figure mondiale. Il est revenu. Immédiatement, sa femme Lina a été arrêtée et envoyée au camp. Pour 8 ans. Pourquoi ? Pour ça. Et maintenant, à propos des TSIPR, parce qu'ils sont plus effrayants que n'importe quel nom, et que tous les noms. Les Russes de Harbin. Une communauté composée d'ingénieurs, de cheminots, de personnes instruites et habiles de leurs mains. Ils vivaient en Mandchourie, ont aussi été rappelés et ont reçu des promesses. Ceux revenus ont été touchés par l'opération de Harbin à la fin des années 30, des dizaines de milliers de personnes arrêtées, des milliers de fusillés. Toute une communauté de spécialistes a été attirée. Et ils les ont broyés, et après la Seconde Guerre mondiale. La plus massive. Selon les accords de l'époque, environ 2 millions de personnes ont été renvoyées en URSS. Certains persuadent d'autres forces. D'anciens prisonniers, des déportés, des réfugiés, dont la plupart n'étaient pas ramenés chez eux depuis la gare. Dans des camps, au goulag, et certains étaient exécutés sur place pour ne pas avoir à les emmener loin. Parmi les personnes forcées, il y avait aussi ceux à qui on avait fermement promis la sécurité. Par exemple, les Cosaques. Des familles entières, leur ataman a été pendu. Vous voyez le schéma ? À chaque fois, c'est le même scénario. D'abord, une voix chaleureuse. Revenez, vous êtes nécessaires, mais nous avons tout pardonné. Ensuite le train, ensuite le camp, ensuite, pour un nombre suffisamment important, la fin. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ce sera exactement pareil, mot pour mot. Bien sûr, on vous laissera d'abord travailler car les temps ont changé, heureusement, mais je parle d'une parodie. Des habitudes, le pouvoir qui commence par vous traiter d'agent. Ensuite, élément précieux, au moment où elle a besoin de vous. C'est justement cela, l'habitude. Il y a encore un détail. On ne peut pas passer à côté. On vous promettra sûrement qu'on ne vous enverra pas à l'armée. On vous donnera sa parole. Je dirais qu'ils mangeront de la terre. Voilà, celui qui a déjà changé les règles après coup. Celui qui vous a déjà traité d'ennemi.
Eh bien, sa promesse vaut exactement autant que sa signature. Exactement autant. Et nous venons juste de voir ce qu'elle vaut. Promettre, on ne vous prendra pas. Et prendre, facilement. Entre ces deux actions, pour un tel pouvoir, il n'y a aucun mur, aucun du tout. Mettons ensemble la première porte et celle-ci. L'entrée devient plus étroite, il est plus difficile d'accéder où vous vouliez. Les visas sont gelés, les taxes et les refus augmentent. De l'autre côté, la sortie arrière est grande ouverte. L'entrée et la sortie, je ne sais pas comment dire. Ils appellent doucement. Et dans ces ciseaux, il y a des gens vivants, qui n'ont nulle part où aller, fatigués, vulnérables, sans statut. Et voilà qu'on lui murmure à l'oreille. Pourquoi souffres-tu en terre étrangère ? Tu as un chez-toi, tu as une patrie. On a besoin de toi, on t'attend. C'est ça le piège. Ce n'est pas parce que le méchant Washington s'est entendu avec Moscou. Non. Mais parce que deux pressions différentes se sont retrouvées par hasard sur le même point vulnérable. C'est pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui le tableau d'ensemble. Pour que vous, si jamais il s'avère, pour que pris entre ces deux pressions, vous ne voyez pas un seul message sur votre téléphone, mais les deux. Et toute l'histoire qui se cache derrière. Il est plus facile d'attirer quelqu'un quand il ne voit que l'appât et ne voit pas le piège. Et maintenant, vous voyez les deux. Remarquez une chose qui, dans cette histoire sombre, est en réalité porteuse d'espoir. Pourquoi le pouvoir est-il aujourd'hui obligé de demander, de persuader, de promettre, d'adopter une voix douce, parce qu'il a besoin de vous? Et non l'inverse. Toute la force de ceux qui oppriment a reposé pendant des siècles sur une seule chose, le fait que les gens n'avaient nulle part où aller. Il n'y avait pas le choix, mais le monde a changé. Aujourd'hui, un spécialiste, un artisan qualifié, une personne réfléchie n'est plus un simple rouage qu'on peut remplacer par d'autres du même village. Il n'y en a pas de nouveau, il n'y a nulle part où les trouver. Absolument. On a arrêté d'en former exactement au moment où on a chassé les enseignants. Et maintenant, il s'avère que la vraie valeur, c'est les gens, c'est vous, votre intelligence, vos mains, votre savoir-faire. Et on ne peut pas la prendre par la force, elle part avec vous, peu importe la frontière. On ne peut pas vous fouiller et vous enlever et dire « Toi, va-t'en, mais ça, on le garde ici ». Voilà où réside le tournant. Avant, on chassait les gens et ils partaient. Aujourd'hui, on les invite et ils ont la possibilité de choisir. C'est une révolution énorme, silencieuse mais immense que peu de gens ont remarqué. Ce n'est plus celui qui a le fusil qui dicte la situation. De plus en plus souvent, c'est celui qui possède le savoir, la compétence et le droit, la possibilité qui décide. On peut dire « Non, merci. Peut-être que pour toi, c'est juste non. » Mon conseil pour aujourd'hui, pas par peur mais par force intérieure. Ne croyez pas à la douce voix qui devient tendre précisément au moment où l'on a besoin de vous. Rappelez-vous des trains qui n'allaient pas chez vous, ne vous laissez pas décourager par les portes entr'ouvertes ici. Elles s'ouvrent puis se ferment. C'est le marché, c'est la politique, c'est une vague, c'est une régularité. L'essentiel restera avec vous, ce que vous savez faire. Vous êtes une personne libre, autonome. Ceux qui appelaient à revenir dans les années 30 ont disparu depuis longtemps. Et les chansons, les poèmes, la musique de ceux qu'ils ont attirés et détruits, aujourd'hui le monde entier les écoute. Le mal se précipite et il perd. Le mal perd sur le long terme. Et l'homme qui est-il resté fidèle à lui-même et à sa liberté, il gagne. Pas toujours rapidement, mais il gagne toujours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ne cédez à personne, pour rien au monde. La seule chose qui vous appartient vraiment, la vôtre. Votre droit de choisir. C'est tout, je pense, oui. Et si vous voulez, la prochaine fois, je vous montrerai non pas de quoi fuir, mais vers quoi aller. Comment exactement un homme libre et un marché libre surpassent à chaque fois toute force qui gouverne par la contrainte. Dites-le dans les commentaires et jetez aussi un œil à la feuille de route vers la liberté. C'est une chaîne séparée. Là-bas, cette conversation va déjà plus en profondeur. Au revoir. À bientôt.